Patrick, le Parti québécois a rejeté ce matin les prétentions de Françoise David de Québec solidaire, disant que le QS, le Québec solidaire, était le seul parti à combattre sans concession le racisme et l'islamophobie au Québec. Oui, le monopole de l'antiracisme, quoi, et Makakoto du Parti québécois est monté au créneau, pour se dire, Outré a qualifié ça de pathétique. Paul, moi, jusqu'à Mme Marois, je trouve que le PQ avait une sorte de parcours d'ouverture envers les minorités, envers les gens qui ne sont pas des Québécois de souche. Tu sais, les Gérald Godin, Bernard Landry, ça a fait des assemblées de cuisine dans toutes les langues pour essayer de convaincre ces Québécois-là de la pertinence de la souveraineté. Et est arrivée la charte. Moi, j'ai jamais pensé que le PQ était un parti raciste, mais il y a tellement de gens qui étaient intolérants, qui applaudissaient, qui faisaient la vague devant la charte. Ça, c'est une chose. Mais j'ai jamais senti que le PQ a sanctionné ces gens-là parce qu'ils courtisaient leur vote. Ben, des années après, c'est un peu l'héritage qui te pend au bout du nez quand on parle de vivre ensemble. Tu veux dire vraiment que tu sens encore cette empreinte-là dans l'ère post-charte? Écoute, nous, là, on est, on s'appelle Oud, on s'appelle Lagacé. Ce sont pas des enjeux qui nous touchent dans notre chair. Mais quand tu as eu, par exemple, une candidate comme Louise Mailloux dans Gouin, sous la bannière du Parti québécois, qui a écrit un livre dans le passé qui disait des choses comme, sais-tu quoi, la circoncision, c'est comme du viol. Qui a colporté des théories du complot sur ce qu'on appelle, depuis des siècles, un peu partout chez les antisémites, la taxe cachère. Quand tu as parlé de choses comme ça, quand ça sort, quand c'est déterré, quand c'est déterré et que tu n'es pas sanctionné, qu'on te garde dans l'équipe de candidats, c'est sûr que ça envoie le message chez les gens qui sont pas des Houdes et des Tremblay, je m'excuse, et des Lagacé, que peut-être t'as un problème avec les étranges. Sauf qu'à chaque élection, tu vas en convenir, dans un parti, tu peux pas contrôler, à un moment donné, un candidat ou une candidate qui dérape. T'as tout à fait raison. Tu peux choisir de l'exclure, par contre. Mais qu'a dit Mme Marois à l'époque? Pas du tout. Mme Marois a dit on va la garder, et c'est des choses qu'elle a écrites dans le passé, ça. En tout cas... ce que je te dis, Paul, c'est ça a un effet dans le temps. Tous les compromis et les compromissions que le PQ a fait avec sa charte à l'époque. Oui, bonjour. Alors, félicitations pour votre charte. Il y a une chose que tout le monde oublie, c'est qu'actuellement, il y a une islamisation sur la planète. Madame Roland, voyez-vous une islamisation grimpante au Québec? Ben oui. On va à Montréal, on se retrouve plus au Québec, moi je trouve là. Bernard Drinville. Alors, l'islamisation, effectivement, c'est une réalité et ça nous préoccupe. Bernard Drinville. Alors, l'islamisation, effectivement, c'est une réalité et ça nous préoccupe. Bernard Drinville. Alors, l'islamisation, effectivement, c'est une réalité et ça nous préoccupe. Moi, j'habite un building où il y a une piscine. Parce que je vais baigner une fois par semaine à faire de l'aquagym. Et puis, arrivent deux hommes. Ils rentrent, ils sont déçus. Il y a deux femmes. Je suis avec mon ami. Il y a deux femmes qui sont là. Ils s'en tournent. Bon, imaginons qu'ils partent, qu'ils vont voir le propriétaire, qui est très heureux d'avoir beaucoup d'étrangers, c'est les étudiants de McGill riches qui sont là. Évidemment, vous auriez aimé ça qu'il n'y ait pas de signes religieux, puis il n'y a pas plein de hijab partout, mais avec les libéraux, ça n'est pas passé. Alors, il y a des signes religieux autour de votre enfant. Et ça, en avez-vous assez ou est-ce que ça suffit? Évidemment, vous auriez aimé ça qu'il n'y ait pas de signes religieux, puis il n'y a pas plein de hijab partout, mais avec les libéraux, ça n'est pas passé. Alors, il y a des signes religieux autour de votre enfant. Et ça, en avez-vous assez ou est-ce que ça suffit? Puis il n'y a pas plein de hijab partout, puis il n'y a pas plein de hijab partout. Moi, je ne me reconnais plus dans le projet souverainiste tel qu'il est en train de prendre forme auprès du Parti québécois. Le nationalisme québécois s'est voulu inclusif de l'ensemble des citoyens du Québec et le projet de charte de la laïcité trahit cet idéal. Le gouvernement doit faire marche arrière par rapport à ça, parce que sinon ça donne des déclarations à l'emporte-pièce, comme celle de M. Yves Michaud, qui aurait apparu complètement insensé il y a quelques mois à peine, dire que si ça fait pas leur affaire, qu'ils s'en retournent chez eux. C'est un propos qui n'entraîne pas de l'inclusion, mais de l'exclusion.
Le projet souverainiste n'a pas avancé depuis un an, il a reculé. Il a reculé par rapport à l'inclusion des minorités. Un nationalisme a de la qualité dans la mesure où il est capable d'inclure les minorités. L'attitude à l'égard des minorités nous donne une façon de mesurer la qualité d'un nationalisme. En ce moment, le nationalisme québécois prend la forme d'un nationalisme conservateur, manifeste un repli identitaire et malheureusement une sorte de nationalisme du ressentiment. On essaie de montrer sa force en se servant des minorités pour démontrer qu'on est en train de s'affirmer. Je crois qu'on peut s'affirmer comme nation tout en étant inclusif de l'ensemble des citoyens du Québec. Ici Maxime Coultier, bonjour. Le candidat favori dans la course à la direction du Parti québécois, Pierre-Karl Péladeau, a finalement présenté des excuses en fin de journée hier pour ses propos controversés sur l'immigration et la souveraineté. Les critiques étaient venues de toutes parts pour dénoncer son affirmation selon laquelle la démographie et l'immigration nuisaient à la cause souverainiste. Pierre-Karl Péladeau s'est d'abord défendu d'avoir commis une bourde, mais il a ensuite admis son erreur. Au cours des dernières années, je pense qu'on a eu des politiques, des stratégies, nous, au Parti québécois, qui ont malheureusement creusé des fissures entre notre parti et l'immigration, entre notre parti et la jeunesse québécoise. On aura beaucoup à faire pour réparer tout cela, pour rétablir la confiance. Puis ça, ça se fait comme dans une famille. Ça se fait aussi comme dans une amitié malmenée, en reprenant le dialogue et en cherchant à se comprendre. Nous avons beaucoup à faire, puis il n'est pas impossible qu'on puisse y arriver. Pour ma part, il est devenu très clair que le projet du pays se conjugue à la diversité culturelle du Québec, avec toutes les pierres de ce mur. Il est normal de s'affirmer. Il est normal d'être vigilant. Il est normal de revendiquer notre langue, notre histoire, notre culture. On est là. Soyons-y. Bien sûr. Pour autant, on n'a pas à se replier sur nous-mêmes. Et ce repli identitaire que j'ai évoqué tantôt nous a beaucoup fait mal, puis il continue à nous faire mal. Les amalgames qui ont été construits autour de l'immigration presque menacent à notre survie. C'est pas bon. C'est pas bon. Il y a des fossés qui se sont creusés entre l'immigration et le Parti québécois, puis il faut travailler fort à réparer ces fossés, ces fissures qui se sont creusées. On a surtout une grande responsabilité envers la société, c'est toujours de mener ce débat-là de façon constructive. On n'avait pas le droit, puis je pense qu'on n'a pas le droit, de mener ce débat sur de la laïcité sur le dos des immigrants. Je pense qu'on l'a un peu fait. Parce que c'est toujours la religion des autres, hein. C'est jamais la nôtre. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de femmes, et j'en entends, qui disent, exemple, porter le voile, c'est notre choix. Fuck off, c'est pas vrai, ça. Hey, une minute, là. Wow, c'est bons hommes. C'est des histoires de bons hommes, ça. Bon, puis quand elles le portent pas, elles se font réprimander quand c'est pas pire que ça, et quand c'est rendu au bout, là, il est sac dans le lac. OK? On l'a vu, c'est correct? Non. Jusque-là, c'est légitime, surtout venant d'une femme comme Jeannette Bertrand, qui, comme elle l'a dit, elle a connu la grande noirceur. Moi, je suis tout à fait à l'aise. C'est le dérapage, donc la deuxième étape. Le deuxième moment avec lequel moi je suis franchement mal à l'aise. Pourquoi? Parce que ça exprime ce que vous pensez être derrière? Je sais pas, mais il me semble que là, on a appuyé même fort sur le bouton, puis ce qui est sorti, c'est pas cute. Et il me semble que là, en ce moment, quand on gratte un peu, là, pour rester dans mon allégorie de bouton, je m'excuse, c'est un peu dégueulasse, hein, mais me semble que quand on gratte, on trouve des affaires pas trop le fun, puis pas Madame Filiatro, elle l'a peut-être échappé, c'est peut-être le matin, c'est peut-être l'enthousiasme, c'est peut-être pas l'arcan qui lui a fait dire, je sais pas, mais ce sont des folles. Là, on est dans le racisme. Et puis je mesure mes mots, je fais attention à mes mots. Quand Madame Bertrand dit après, moi j'aurais peur de me faire soigner par une femme qui porte un voile, là on est dans la xénophobie. Et là encore, je mesure mes mots. Et ça donne lieu à toutes sortes de dérapages. Donc, on a ce très très fort courant au Québec, et tout simplement ce qui est la honte pour moi de ce gouvernement, c'est que alors que le PQ a passé son temps, enfin le leadership du PQ a passé son temps depuis à peu près 50 ans à tenir la bride à ce courant, qui est très fort, qui était assez fort dans le PQ, eh bien là, la section du leadership du PQ qui est au pouvoir en ce moment est en train au contraire de faire sortir cette faction-là et de lui donner légitimité, force et tout ça.
Donc, et c'est d'autant plus, à mon sens, je trouve que c'est honteux parce que la job d'un politicien, c'est justement de jamais légitimer des gens qui vont porter atteinte au droit. On est logiquement dans un système où on croit au droit. Bon, donc c'est sa première job, et là vraiment ils sont en train de faire tout le contraire, et ça veut dire que le dégât est fait. Parce qu'une fois que vous avez lâché la bride à ce qu'on appelle la parole xénophobe ou raciste ou intolérante, ça va être très difficile de les faire repartir sous le boisseau et de les délégitimer à nouveau. Oui, exactement. C'est comme si le barrage était ouvert, les vannes sont levées. C'est fini. C'est fini. Et ça, vraiment, la job d'un politicien qui se respecte, c'est de ne jamais faire ça. Mais pensez-vous, peut-être que l'analogie est grossière, vous me ramènerez dans le chemin, mais est-ce que Pauline Marois flirte avec Marine Le Pen? Le PQ est en train d'occuper la place du Front National en France. À partir du moment, c'est pour ça que j'ai parlé d'extrême droite, à partir du moment où vous tenez un discours que pour protéger les acquis des nationaux ou les valeurs des nationaux, il faut que vous pilez sur les droits des autres, bon, c'est fini. Nation, déni des droits des autres, dans ce cas-là c'est des minorités religieuses, ça pourrait être des minorités nationales, ça pourrait être les autochtones, ça pourrait être les homosexuels, ça pourrait être n'importe qui qui est vulnérable et minoritaire. À partir du moment où au nom de la nation vous pilez sur les droits des autres, c'est terminé, pour moi vous êtes dans l'extrême droite. Moi je me souviens d'une entrevue de Bernard Drinville où il s'adresse à une femme voilée, éducatrice en milieu familial qui téléphone dans une tribune. Et là, pauvre femme se fait ramasser par Drinville, mais madame, j'ai un malaise que vous ayez la garde des enfants. Les parents ont un malaise. Mais puis ce gars-là est allé à l'école, vous avez raison, là, c'est pas juste l'apanage des gens sous-scolarisés. Le gars est allé à l'école pour dire des niaiseries comme ça, là. Tout ce qui est courant raciste, suprématiste, intolérance religieuse, homophobe, xénophobe, il faut toujours, comme on dit populairement, tenir la dragée haute et ne jamais les légitimer. C'est la job en démocratie de n'importe qui est au pouvoir. À partir du moment où vous dites, mais si vous avez raison, pensez comme ça, c'est très très bien, et en plus, si vous pensez comme ça, vous risquez de prendre le pouvoir. Ah bon, c'est fini. Très émotif parce que je suis très touchée. Ça fait 25 ans que je suis au Québec. J'ai 40 ans. Je me fais dire espèce de terroriste maintenant, depuis le dépôt de votre projet. Vous trouvez ça pas pathétique? Je me suis fait arracher mon voile de ma tête dans un centre d'achat. Je me suis fait traiter de toutes sortes de noms depuis la sortie. Même sur votre page Facebook, monsieur, il n'y a personne qui est intervenu. Je me suis fait ramasser. Monsieur Drinville. Madame, il y a quelqu'un qui va sur ma page Facebook à chaque jour pour faire... oui, mais il n'y a personne qui est intervenu pour me défendre. Je me suis fait attaquer par des propos racistes, xénophobes et islamophobes. Et quand il y a plusieurs personnes qui se sont fait attaquer, on ne sort plus la nuit, monsieur Drinville. Je n'ai jamais eu honte du Québec comme je l'ai aujourd'hui. Et je me considère comme québécoise. Et je vous dis, vous imitez la France, mais la France est un pays colonial. Oh, le Québec fait partie du Canada. Alors j'aimerais bien savoir sur quoi vous vous basez pour sortir ce projet de loi. Et d'ailleurs, nous, on avait fait une sortie médiatique Québec inclusif. On avait demandé que le dossier soit carrément retiré au ministre Drinville. Premièrement, par sa désinvolture à évaluer les aspects juridiques du projet de loi. Tu sais, on lui dit, écoute, le barreau du Québec vient de dire que ça passera pas. Tu te retournes en disant, ouais, mais Jeannette Bertrand est pauvre, hein? Puis j'ai reçu un courriel de citoyen. C'est comme, écoute, tu sais, c'est comme t'es bien fin, Bernard, mais tu comprends pas, là. Comme, premièrement. Mais deuxièmement, et de façon plus importante, cette même désinvolture avec laquelle le ministre Drinville, et maintenant on doit dire tout le gouvernement, parce qu'on a vu qu'ils ont choisi de le laisser là, alors la grande responsable, c'est pas Bernard Drinville, c'est Pauline Marois, qui trouve que lui, il fait un très très bon travail avec tout ça, et que c'est un débat modéré qu'on est en train d'avoir au Québec. Et là, tu te dis, coudonc, ils vivent sur quelle planète? Et probablement que leur manque d'empathie envers les minorités qui sont touchées, qui sont les victimes des actes haineux, vient du fait qu'ils n'en ont pas mais ils n'en ont pas un Christ avec eux autres, là. Ils n'en ont pas de minorité religieuse avec eux, c'est sûr, sinon il n'y aurait pas des projets comme ça.
Et je crois que ça explique une bonne partie de leur manque d'empathie. Quand on ne connaît pas des personnes qui sont touchées, quand on n'en connaît pas des femmes qui vont perdre leur job au nom de l'égalité homme-femme, eh bien, c'est facile de faire comme si ça n'existait pas. Mais vous savez, moi, ce qui m'a marqué du comportement de Bernard Drainville en commission parlementaire, c'est que dans les premiers jours, il y a eu un intervenant, je ne me souviens plus c'était lequel, qui avait traité certains chroniqueurs de racistes. Et là, Bernard Drainville l'a tout de suite arrêté. Il a dit non, oh, attendez, monsieur, hein, on va faire un débat respectueux ici. Il n'est pas question qu'on traite qui que ce soit de raciste. OK. Et là, dans la même journée, il y a la famille Pinot-Caron qui passe en parlant de l'autobus, puis d'enlever nos chaussures, puis il priait à 4 pattes. Et là, le ministre les écoute en disant, vous savez, je respecte votre opinion. Il leur serre la main, il dit, je comprends que vous êtes pour la charte. Mais là, il y a un gros problème, là, parce qu'il ne veut pas entendre le mot raciste, mais quand il entend des commentaires racistes et xénophobes, il n'y a pas de problème. Alors, c'est tout à fait symptomatique, leur espèce de laïcité vide de sens, qui est seulement une laïcité d'apparence. Ben moi, j'ai pas des opinions très pointues sur la charte. J'ai sûrement moins suivi ça que toi. Moi, ça m'a bien fait rire. J'ai vu tes affaires là, du couple qui est allé au Maroc, là, puis la réaction de Drainville, tout ça. Puis c'est sûr que, mettons, ce soir-là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, non seulement il y a ce couple-là qui vient exprimer ça, mais le ministre les laisse dire ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'espèce de spectacle de ça qu'on veut s'offrir à nous-mêmes pour gagner 15 comtés. Là, moi, je peux pas m'empêcher de voir la bassesse du calcul électoral et... de tabler sur la peur de l'étrange pour gagner des votes. Moi, je fulminais, OK? Parce que je travaille... À Montréal, je travaille, tu sais, mettons la réalité du cirque. Une des belles choses qui se passe au Cirque du Soleil, c'est que dans un studio, tu vas travailler dans le même local avec des Russes, des Brésiliens, des Italiens, des Suédois, des Américains, des Canadiens français, puis ça marche. Tout le monde, ça fonctionne et t'es content d'être là. Tu sais, on dit la Suède nous fait rêver, là, mais ça, c'est un lieu où tu fais, mon Dieu, ça se passe, ça se peut, puis c'est une créature montréalaise. On dit que cette affaire-là, c'est assez unique au monde, puis c'est ici qu'on a créé ce laboratoire-là, puis ça vend des tickets, ça marche. Cet hiver, moi, je montais mon film avec un juif anglophone de Montréal, puis je répétais l'après-midi mon show avec un Marocain, un musulman, et ça marchait très bien. Et je voyais tous les soirs quand je rentrais à la maison ou le matin quand j'ouvrais mon journal, toute l'exacerbation de la xénophobie, le spectacle de ça, et ça me dégoûtait. Moi, je suis indépendantiste, je suis fier du pays de mes pères. Et c'est sûr que le juif anglophone puis le musulman du Maroc, il n'est pas gagné à la cause de faire un pays du Québec. Et là, cet hiver, le juif anglophone puis le musulman, là, ils n'achètent pas le projet de pays que le gouvernement en place est en train de promouvoir. Parce que c'est pas nécessairement la charte en soi que tout ce que ça a déclenché, révélé, fait s'exprimer, qui n'est pas la plus belle part de nous-mêmes. Puis, oui, il y a des Hérouville, mais moi, j'ai envie de croire que Montréal, ça marche, puis que c'est sûr qu'il y a une menace de l'anglais, puis il y a... Je veux dire, on est la gang. Moi, j'ai une espèce de fierté à dire on a le complexe d'Astérix. Nous autres, on est le petit village d'irréductible au nord de la carte, là. Mais on n'est pas replié sur nous-mêmes. On est du monde ouvert d'esprit. On a soif de l'autre. Puis là, on vient de se faire dire ce projet de pays-là, il ne devrait appartenir qu'à ceux qui sont tissés serrés ou ceux qui... Puis là, la question de la laïcité, elle a pris le bord, ultimement. C'est la xénophobie qu'on a exacerbée qui a pris le devant du plancher. Fait que, mais quand je vois... En fait, moi, je vais vous dire, je m'appelle Rima Sen, je suis québécoise, mais ces dernières semaines, je ne me suis jamais sentie aussi immigrante de ma vie. La charte ne me parle pas. Alors, je vais vous présenter M. Dorion. M. Dorion, qui est coprésident des indépendantistes pour la laïcité. Et auteur du livre Inclure, il va me dire quelques mots. Alors, je vais vous passer M. Dorion. Merci. Merci, Rim. C'est indépendantiste pour une laïcité inclusive. Mes chers amis, l'avenir du Québec, il est dans sa jeunesse. Et il est aussi dans la diversité. La diversité des âges, elle est ici.
la diversité des antécédents culturels, la diversité des opinions politiques. Elle est bien représentée dans la foule magnifique que nous constituons aujourd'hui. Mais si nous sommes ici rassemblés dans toute notre diversité, nous le sommes d'abord en tant que Québécois. Québécois venus dire notre amour pour le Québec et pour le modèle de tolérance et de respect qu'il constitue jusqu'à maintenant. Nous sommes ici pour contribuer à protéger et défendre ce modèle. Nous le ferons ici et entre Québécois. Nous sommes ici également pour défendre des femmes qui sont la première cible d'un lamentable projet. L'égalité des femmes, c'est d'abord l'égalité de chacune des femmes, de toutes les femmes. Que nous soyons fédéralistes ou indépendantistes, nous avons tous droit à un véritable débat sur une question aussi cruciale que celle des prétendues valeurs. Or, que nous offre le ministre? Il nous offre de pouvoir, chacun d'entre nous, nous épancher confidentiellement auprès de lui sur son site. Parce que personne d'autre que lui ne va voir notre point de vue si vous allez voir ce site-là, et vous ne verrez pas le point de vue des autres non plus. Quel beau débat! J'allais dire, quel beau débat! Il paraît que plus tard, le ministre va choisir et publier les morceaux les plus valables de nos épanchements confidentiels. Ha, ha, ha. En tout cas, moi, je prends pas de chance. J'ai pris l'initiative cette semaine de publier mes opinions sur ce projet de charte. Mon livre s'appelle « Inclure ». Quelle laïcité pour le Québec? Prix du commercial, dans toutes les bonnes librairies. Je ne suis pas le seul indépendantiste, je peux vous le dire, à exprimer ma dissidence face à ce projet de charte qui n'est qu'un projet de diversion pour nous sortir des vrais problèmes, pour nous éloigner de l'examen des vraies questions. D'autres indépendantistes l'ont fait et d'autres s'en viennent. Nous n'avons pas besoin d'une laïcité d'exclusion. Nous ne voulons pas au Québec de ghetto à la parisienne. Nous voulons une société laïque et des citoyens libres. Merci. Il y a un aspect là, de ce projet de charte que tout le monde est à même de constater, quelle que soit l'opinion qu'on en a, pour ou contre. Et il y a deux choses, moi, que je trouve extrêmement importantes, quoi qu'il advienne. Premièrement, le débat qui devait unir les Québécois, Mme Marois l'a répété encore avant-hier, a inscrit une division profonde. Et pas une division comme une autre. Mais là, c'est un clivage ethnique. Ben, j'emploie le mot alors que je ne voulais pas l'employer, ethno-culturel. Le Québec est en train de réaliser une performance extraordinaire. Dans toutes les sociétés où il y a des minorités ethno-culturelles et des immigrants de fraîche date, elles sont toutes en compétition. Elles font leur lobbying auprès du gouvernement, auprès de l'État pour obtenir des avantages, pour obtenir leur reconnaissance, etc. Et elles font toujours ça
très consciente de la compétition, du fait qu'il y a un paquet d'autres minorités qui font la même chose, puis ils se disputent, hein, ils se retrouvent au portillon de l'État. Au Québec, on est en train de réaliser une performance sociologique extraordinaire. On est en train d'unifier les minorités, de les solidariser. Et de les solidariser contre la majorité francophone. Alors, moi, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup. Et c'est une fracture qui va être très, très, très longue à réparer. Et qui défait le travail minutieux, éclairé, patient, méritoire, d'un paquet de Québécois qui ont travaillé à intégrer la diversité au Québec depuis quelques décennies. Moi, quand je pense à ça, ça me donne envie de pleurer. Ce projet de loi, pour moi, est une trahison. Et plus le temps passe, j'arrive à déceler des trahisons à plusieurs niveaux. Et je pense que Mme Marois a trahi le Québec en premier lieu, en associant des valeurs d'exclusion aux valeurs québécoises. Le Québec, il faut le mentionner quand on parle aujourd'hui de la charte canadienne, que le Québec a instauré la première charte des droits de la personne au Canada, c'était la charte québécoise qui a été instaurée en 1975. Et c'est une trahison d'associer un discours aussi discriminatoire à ce Québec. C'est une trahison au peuple québécois qui a élu Mme Marois parce qu'il y avait une crise économique, parce qu'il y a un taux de chômage de plus en plus élevé. Et au lieu de travailler sur des vrais problèmes, Mme Marois a choisi de travailler sur des problèmes imaginaires. Et pour moi, c'est une deuxième trahison. La troisième trahison pour moi, c'est pour le Parti québécois. Un parti dont je peux dire que j'étais encore membre il y a quelques semaines. Un parti qui a démontré à travers les mandats où il avait à gérer le Québec, qu'il a instauré la majorité des orientations socio-démocrates du Québec. Quand on parle de la santé, quand on parle de l'éducation, le Parti québécois a laissé son empreinte. Le Parti québécois a toujours été du côté de l'opprimé. Et aujourd'hui, Mme Marois a trahi le Parti québécois en le mettant du côté de l'oppresseur. Madame Marois a trahi le Parti québécois. Madame Marois a trahi le Parti québécois. Madame Marois. Québécois. Une autre trahison, c'est surtout par rapport à la souveraineté, par rapport à la mémoire des hommes et des femmes qui ont travaillé sur ce projet qui a été toujours un projet socio-démocrate, un projet ouvert à la diversité, une souveraineté citoyenne, une souveraineté qui se base sur une longue commune qui nous unit. Mais par contre, une diversité. Il faut mentionner que s'il y a aujourd'hui beaucoup de Maghrébins au Québec, c'est parce que la philosophie du Parti québécois, quand il était à sa profondeur, a permis l'arrivée de ces immigrants en adoptant des critères qui favorisent cette immigration, en sachant que cette immigration avait une religion différente par rapport à la majorité, et ça n'a jamais été un obstacle. Aujourd'hui, Mme Marois a trahi cette mémoire, la mémoire de M. René Lévesque, lui qui est québécois, mais par contre, avec toute l'affinité qu'il avait avec la France, il a choisi le combat du peuple algérien parce qu'il a adopté, il a choisi le camp des opprimés. Un dernier mot que je voudrais adresser spécifiquement à ma communauté, la communauté musulmane. Cette crise a des bons côtés pour nous. Elle nous a permis de comprendre que les libertés et les droits qu'on a trouvés dans ce pays ne sont pas acquises. C'est des droits qui sont reliés à un combat quotidien, que chacun de nous doit s'impliquer. C'est très important qu'on apprend de cette crise parce que on ne peut pas nier. La communauté musulmane est visée par cette charte. Mais c'est important qu'on comprenne une chose, qu'on a l'obligation morale d'être présent, même si cette charte ne passe pas, dans tous les combats. C'est pas important qu'on partage les valeurs, qu'on partage les convictions des gens qui sont opprimés. J'étais très content, je suis très content de voir que chaque jour, les intellectuels québécois, des franges de la société québécoise, qui peuvent être en désaccord avec le voile, mais qui aujourd'hui s'opposent à cette charte. C'est notre obligation morale dans les prochains combats, avec des personnes qui ne partagent pas nos convictions, d'être à leur côté, même sur la question des orientations sexuelles. C'est important que la communauté musulmane prenne ses responsabilités sur la base des droits, de défendre le choix de chacun dans ce pays, de façon à ce que chacun soit libre et que la majorité peut gouverner sans opprimer la minorité. Et merci beaucoup. Merci, monsieur Lamine Courant.
Je commencerai ces mots avec un poème que tout le monde connaît bien, un poème qui a marqué ma vie politique dans le mouvement indépendantiste, un poème de Gilles Vigneault. Dans ce pays de poudrerie, mon père a fait bâtir maison. Je m'en vais être fidèle, à sa manière, à son modèle. La chambre d'amis sera-t-elle? Conviendra des autres saisons pour se bâtir à côté d'elle. Dans mon grand pays solitaire, je crie avant de me taire à tous les hommes de la terre. Ma maison, c'est votre maison. Entre mes 4 murs de glace, je mets mon temps et mon espace à préparer le feu, la place pour les humains de l'horizon, et les humains sont de ma race. Congédier des femmes descendent de la petite enfance parce qu'elles portent une croix, un foulard, ou un homme d'un hôpital parce qu'il porte une kippa ou un turban. Je ne peux pas souscrire à une telle politique. La position du Bloc québécois, la seule qui était débattue par les instances du parti ou discutée en caucus après une grande consultation à travers tout le Québec, s'inscrivait dans les faits et par écrit, on a un mémoire là-dessus, en désaccord avec un tel type d'interdit. Mon action politique, récente et future, se fera dans cette perspective. Mon expulsion du Bloc québécois est-elle la conclusion d'une succession d'événements où la stratégie électoraliste identitaire prime sur la défense des droits fondamentaux de la personne? Je me questionne. Ma famille aurait pu choisir de vivre en France, mais elle a choisi de vivre au Québec, une terre francophone d'Amérique, libre des tensions identitaires qui existaient et qui existent toujours en France. Ce choix était notamment motivé par le fait que la population d'ici était libre de ces tensions. Notre famille voulait tellement s'intégrer au peuple québécois qu'on a adhéré à l'idée qu'il devait être un pays indépendant, francophone en Amérique. Tout au long de ma militance, j'ai vu qu'il existait une tension au sein du mouvement indépendantiste. Mais les leaders du mouvement et la majorité militante réussissaient toujours à chasser les démons de l'intolérance populiste lorsque venait le temps d'élaborer des politiques. Je me pose la question, ce temps est-il révolu? Le mouvement nationaliste québécois a-t-il sombré pour des décennies dans une façon de faire la politique qui divisera les Québécoises et les Québécois? Je me pose la question. Est-ce que vous regrettez le fait d'avoir critiqué aussi durement la stratégie du PQ? Non, pas du tout. Et quant à moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je n'ai absolument aucun regret. Vous savez, quand je parle, c'est mûrement réfléchi. Et je pense que ce qui se passe actuellement est inacceptable pour le mouvement indépendantiste. Et j'ai voulu, si vous voulez, envoyer un message aux indépendantistes du Québec en leur disant attention, l'indépendance, vous ne la verrez pas avant longtemps si vous pensez qu'on peut la faire sans Montréal. Parce que Montréal, écoutez, Montréal, c'est pas vrai qu'on fait un pays, c'est pas vrai qu'on va vers la liberté d'un peuple sans tous les membres de ce peuple, ou au moins la très très grande majorité de la constitution de ce peuple-là. Et à moins que je me trompe, Montréal fait encore partie du Québec. Est-ce que vous étiez influencé par la réaction des gens des communautés juives, etc.? Pas du tout. Pas du tout, parce que c'est ma conviction profonde qu'un État, qu'un gouvernement ne doit pas faire des politiques qui discriminent des minorités, quelles qu'elles soient. Pour moi, ça fait partie de mon combat politique. Je me bats pour les jeunes tous les jours. Je me bats pour le droit des femmes. Comment je peux accepter une politique qui va systématiquement
consciemment, systématiquement brimer le droit des femmes parce que ça cible directement les femmes compte tenu que c'est des postes occupés par les femmes. Donc c'est dur pour moi d'accepter ça. Je n'ai absolument aucune influence, mon cher monsieur. Si vous saviez comment c'est dur de m'influencer. Est-ce que vous estimez que le Bloc, en vous expulsant, et le Parti québécois, en déposant cette charte-là, s'auto-pelure de bananier? Ben, je vous dirais que s'il y a une stratégie, moi je pense, mais en tout cas, s'il y a une stratégie électoraliste en arrière de ça, pour moi, elle n'est pas bonne. Parce que cela fait des années que le mouvement indépendantiste essaye d'inclure dans le projet les personnes de tous les horizons. Et c'est pas évident. Moi, je peux vous dire, j'ai passé depuis que j'ai commencé dans les partis indépendantistes, j'ai tout le temps, c'était ma mission, convaincre le monde issu des groupes ethnoculturels de devenir membre du parti, de devenir candidat, de financer le parti. Donc, et c'est dur, c'est pas évident de le faire parce qu'il y a toujours des préjugés face au mouvement indépendantiste, une grande peur. Et c'est sûr que cette action-là, avec cette charte, j'en entends beaucoup parler, énormément parler dans les communautés. Les gens ont peur, les gens se sentent exclus du nous qui semble être un nous québécois, mais auquel ils ne se voient pas et auquel je ne me vois pas, personnellement. Donc je peux comprendre qu'ils ne se voient pas dans ce nous identitaire-là. Et oui, je pense que c'est une mauvaise stratégie à long terme pour le mouvement indépendantiste, tout simplement. Non, je vous dirais, je porte ma croix depuis ma plus tendre enfance. Et vous pouvez regarder toutes mes photos sur Internet ou ailleurs. La grande majorité de mes photos, j'ai toujours ma croix. Donc pour moi, ma croix fait partie de moi. C'est mon identité. Je suis chrétienne, catholique, maronite, fière de l'être. Et je n'ai pas à me cacher de ce que je suis. Et je travaille dans mon comté avec des églises, des mosquées. Je travaille avec toutes sortes des évangélistes. Je travaille avec tous ces gens-là et je travaille avec des laïcs. Alors je peux vous dire que pour moi, c'est le fun de travailler avec cette diversité-là. Quelle est votre évaluation de ce qui arrive à l'image du Québec dans le reste du Québec? On nous décrit comme xénophobes, comme racistes dans les autres médias. Il faut le reconnaître. Et puis pour être déjà allé ailleurs au Canada aussi, on nous perçoit très mal. Et ce n'est pas ça le Québec. C'est pas ça le Québec. Nous ne sommes pas comme ça. Mais des politiques telles qu'on le voit avec cette charte très maladroitement amenée, fait en sorte que notre image en prend un coup. C'est sûr que sûrement notre image n'en prend pas un coup en France. Parce qu'on semble vouloir se calquer sur le modèle français, qui est un désastre au niveau de l'intégration. Et nous le savons bien, le nombre de banlieues françaises qui sont remplies de millions de Maghrébins et d'Africains qui jusqu'à présent ne sont même pas considérés comme des Français. Et on a aussi vu comment la délinquance, la criminalité, la pauvreté et l'exclusion sévit dans ces banlieues-là. Alors, moi, c'est pas ça que je veux pour le Québec. C'est pas ma vision. Tu penses, Mme Mourani, que le projet de charte plus relève du nationalisme ethnique ou pas? Je vous dirais ce que j'ai pu lire ou entendre dans les médias concernant ces propos-là. Je tiens à vous le dire, ce sont des propos que j'ai ramenés de ce que les gens pensent de cette charte-là et de ce que le nationalisme que nous portions en tant que nationalisme civique qui inclut tout le monde, les gens dans les communautés ethnoculturelles, pas tous, mais beaucoup, pensent que c'est un nationalisme de cet ordre-là. Comment conjuguer avec les vues hors de Montréal où le projet du Parti québécois semble, on a pas fait le sondage, mais semble avoir un certain appui chez les gens. Comment vous faites pour joindre ces deux positions-là au sujet de cette charte? Je crois qu'il y a beaucoup de manque de communication. Je ne crois pas... on dit souvent les deux solitudes, les régions, Montréal, parfois même Québec, Montréal. Je ne suis pas, moi, dans un mode divisif. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de manque de communication entre les gens. Et j'ai reçu des courriels du Saguenay,
j'ai constaté que des gens qui n'ont jamais vu de musulmans de leur vie, mais qui ont tout vu à la télé, c'est-à-dire l'Afghanistan, les talibans et toute cette affaire-là, ont une perception extrêmement négative des musulmans, qui voient aussi des choses à la télévision sur les juifs, sur les prêtres, tout ce que vous voulez, sur la religion dans son ensemble, ont une perception extrêmement négative. Mais lorsqu'ils fréquentent, lorsqu'ils côtoient des gens différents, les Québécois ne sont pas intolérants. Ils découvrent la différence et la vivent. J'ai même des couples mixtes, des gens qui m'ont communiqué de l'extérieur, qui me disaient « ma femme est tunisienne, je suis québécois, canadien, français » et je vous avoue, j'ai honte. J'ai honte de ce qui se passe actuellement. Donc je pense qu'au lieu de faire une charte, au lieu de diviser les Québécois, ce qu'on doit faire, c'est de communiquer avec les Québécois, d'informer, de faire en sorte que les régions connaissent mieux Montréal, que Montréal découvre les régions aussi, parce que c'est vice-versa. Autant il y a des personnes issues de l'immigration ici qui ne connaissent pas les régions. Et quand ils vont dans les régions, ils découvrent le Québec. Ils savent c'est quoi le Québec. Donc c'est ça qu'on doit faire, c'est de permettre les rencontres des gens. Mais actuellement, on ne permet pas les rencontres. On divise les gens. Vous voyez, donc c'est ça qui est un peu dommage. Croyez-vous qu'il sera encore possible de faire la promotion de l'indépendance auprès des communautés de souhaiter bonne chance. Écoutez, c'est difficile parce que les gens sont extrêmement blessés. Les gens sont extrêmement blessés. Le lien de confiance est brisé. Et vous savez comment le lien de confiance, c'est quelque chose qui se bâtit d'année en année. Moi, j'ai reçu des courriers, des courriels, des téléphones, des gens qui financent actuellement le Bloc québécois et qui ne financeront plus le Bloc québécois, qui font partie de différentes communautés, qui ont financé depuis des années le Bloc québécois. Je sais que plusieurs de ces personnes ont rendu leur carte au Bloc québécois. Donc pour le Bloc, c'est une grosse perte. Et pour le mouvement indépendantiste, ça va être de plus en plus difficile de convaincre ces personnes qui sont des Québécois à part entière et qui ont une place dans le mouvement indépendantiste. Je me questionne moi-même. Monsieur Cloutier, on a vu, c'est probablement la première fois que les sondages nous indiquent que les jeunes votaient moins pour le Parti québécois que leurs aînés. Vous êtes un des plus jeunes députés de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il n'y a pas des ponts à rétablir avec la jeunesse québécoise et le PQ? C'est évident que la réponse c'est oui. Aujourd'hui, ça a changé, c'est plus comme c'était. Je pense que les gens nous comprennent mal, on est un peu déconnectés avec la population. Je suis assez d'accord avec Sylvain, tu peux pas avoir 25% d'appui populaire puis prétendre du même souffle de répondre aux aspirations des Québécois. Et c'est vrai aussi pour les jeunes qui sont ouverts sur le monde, les jeunes qui voyagent beaucoup, qui souvent parlent une deuxième, une troisième langue. Alors on doit avoir un discours qui leur parle, un discours qui est ouvert sur l'autre, ouvert sur la diversité. Mais est-ce que la Charte des valeurs était le bon discours à ce moment-là à avoir pour attirer les jeunes électeurs? Vous aurez compris qu'on aura une sérieuse réflexion à y avoir sur le contenu même de cette charte. Il y a des éléments qui nous portaient davantage et qui pouvaient davantage rassembler. Et je pense qu'à plusieurs égards, on aurait dû se concentrer sur ce qui faisait davantage consensus. Mais de façon générale, là, moi, le virage identitaire, il faut en revenir. Il y a des limites dans les mesures qu'on peut mettre en place, puis il faut pas au Québec, traverser l'autre bord de la ligne. Moi, ce que je dis sur la laïcité, c'est fondamental pour le Québec, l'égalité entre les hommes et les femmes, mais légiférons sur ce qui fait consensus, mais l'espèce de surenchère de qui va être le plus identitaire de la gang, là, extrêmement dangereux, puis il faut faire très attention comme société de pas glisser vers des positions plus extrêmes, uniquement pour plaire à une certaine frange de l'électorat. Moi, je sonne un cri d'alarme, je dis au monde, restons prudents, soyons intelligents, nous les législateurs, là, faisons preuve un peu de hauteur pour pas tomber dans une partisanerie qui nous amènerait à des glissements. Voyez-vous que Pauline Marois fait ça? Moi, je viens de passer 8 ans à courir un gouvernement qui pense que plus vous en savez, moins c'est bon. Donc, qui décide qu'on n'a pas besoin d'un recensement qui a de l'allure, parce que ces données-là, il y a mieux qu'on les ait pas, qui décide que les scientifiques parlent plus quand c'est le changement climatique, qui dit
nous, on sait que c'est pas les experts en petite enfance qui savent ce qui est bon pour l'éducation des enfants, c'est les parents. Alors, j'ai passé 8 ans à regarder cette espèce d'obscurantisme s'établir. Et aujourd'hui, je suis en train de couvrir un débat sur la charte où on dit c'est pas utile d'avoir des avis juridiques qu'on a payés avec nos impôts et qui ont été donnés au ministre de la Justice pour dire ce que vaut la charte qu'on demande. C'est pas utile de savoir combien de gens ça touche. Et je suis excessivement troublée parce que on vient d'amener à Québec le genre de façon d'amener un débat qui dit ben non, mais c'est pas ça qu'on entend sur la rue. C'est pas grave ce que les experts disent. Monsieur et madame, tout le monde le savent. Et ça fait pas un débat éclairé. Et c'est la méthode Harper. Alors, si j'aime pas ça quand c'est Stephen Harper, je peux pas vous dire, comme journaliste qui a été élevé à penser que les faits, c'est les piles d'une flashlight, que je suis censé aimer ça quand on me sort une chandelle puis qu'on la met juste dans les coins qu'on veut que je regarde. Vous êtes donc le Centre d'études éthiques des universités montréalaises. Vous avez une fine expertise. Trop peu souvent, nous avons dans ce débat-là pu avoir le bénéfice d'études et d'analyses. Moi, je veux vous entendre votre voix plus longuement que celle du ministre que je viens d'entendre présentement. Je vous cite à la page 12. « Il nous paraît évident que l'État a un rôle fondamental à jouer pour favoriser une compréhension de la diversité, puisque des décisions politiques peuvent enclencher des mécanismes d'exclusion à l'égard des minorités et de racisme à l'égard des minorités. Ces mécanismes sont déjà à l'œuvre et nos chercheurs les ont documentés. » Et vous faites donc, évidemment, à votre point 7, page 16, la discrimination quant à l'accès au travail. Vous dites le Québec, société située en Amérique du Nord où la liberté de conscience et la liberté d'expression ont toujours un statut central. J'aimerais, là, puis je vais rapidement, vous entendre sous 2 aspects. De un, le message que ça envoie de dire public, parapublic et les sous-traitants de l'État. Ça, c'est plus de 600 000, aucun signe religieux. Le message que ça envoie quand on essaie du même souffle d'avoir le discours d'un État qui est diversifié, qui fait la place à la diversité, qui est une richesse. J'aimerais vous entendre là-dessus et j'aimerais également vous entendre sur le postulat ou la présomption, indépendamment des nombreuses heures et années de cours d'éthique, si vous avez un signe religieux, j'ai une présomption de votre mauvaise foi, présomption que vous allez vouloir faire de nouveaux adeptes ou que votre croyance, qui est un système de valeurs qui vous fait évidemment de bons et de bonnes citoyens et citoyennes, votre croyance viendra contaminer votre professionnalisme. J'aimerais vous entendre là-dessus. Dans une société aussi sécularisée que la nôtre, une sécularisation qui atteint les croyants dans toutes les religions, et ça, c'est très documenté, le rapport de proximité, de distance par rapport aux normes de leur religion est manifeste chez tous les croyants dans toutes les religions. Alors, il est évident qu'on ne peut pas imputer à quelqu'un qui porte un signe religieux ou qui n'en porte pas d'adopter des normes malveillantes à l'égard d'autrui qui pourraient lui faire du tort. Cela dit, on remarque que quand les individus dans une société commencent à avoir de la suspicion à l'égard d'autrui, une suspicion qui n'est fondée que sur leurs propres préjugés personnels, alors une suspicion qu'une personne de peau noire va probablement servir de façon plus adéquate, plus bienveillante, quelqu'un, une clientèle de la peau noire ou même chose pour le handicap, etc. Si l'État se met à renforcer d'un point de vue institutionnel cette suspicion à l'égard d'un certain nombre de personnes, ça légitime du coup les membres de la société à exercer la même suspicion à l'égard d'autrui. Et d'autres éléments documentés que nous avons, si l'État, par l'institutionnalisation de certaines lois, manifeste une suspicion à l'égard de personnes, par exemple, qui portent un signe religieux, mais ça peut être à l'égard de la couleur de la peau dans d'autres contextes, quand ces individus sortent du contexte institutionnel étatique et, par exemple, doivent aller chercher un logement, leur signe religieux ou la couleur de leur peau, ils l'ont avec eux. Alors, pourquoi la personne qui doit, par exemple, louer ou non un logement à cette personne ne serait pas tout à coup aussi méfiante que le gouvernement peut l'avoir fait en légiférant pour interdire ces signes-là comme étant présumés nocifs lors de l'exercice de leurs fonctions professionnelles?
Ou donc noter effectivement, on dit beaucoup, parce que là, demain matin, ce serait 600 000 Québécoises, Québécois, public et parapublic, et plus les entreprises, les employés des PME et des entreprises donnant des services au gouvernement ou recevant une subvention. Avez-vous vu un phénomène de vase communicant? Et l'avez-vous constaté? Si le gouvernement met le standard à ça, comme on dit, présomption que tu as un signe religieux, tu as une croix, et que, donc, c'est de facto fautif, tu dois l'enlever. Avez-vous vu, dans vos études, que ce soit au Canada ou ailleurs dans le monde, un système de vase communicant où là également, vous venez d'en faire état, les entreprises et les organismes autres que publics et parapublics vont de facto adopter la même méfiance? Est-ce que vous voulez? Oui. Effectivement, puis on le voit présentement en France. Alors, mes collègues chercheurs sont extrêmement inquiets, notamment pas plus tard qu'hier. Il y a eu une entreprise privée située dans une banlieue où il y a pratiquement 100% uniquement de personnes immigrées dans des situations largement défavorisées et qui, même si la loi ne s'applique pas en France aux entreprises privées, veut étendre la loi aux entreprises privées avec l'interdiction de signes religieux, quels qu'ils soient, dans son entreprise. Alors, effectivement, il y a un danger non seulement de vase communicant, mais de présomption et de préjugés entretenus, je dirais, institutionnellement et systématiquement à l'égard de certaines catégories de personnes et pas de d'autres. Alors, j'ajouterais aussi que autant il m'apparaît déplacé de présumer de la nocivité de certaines convictions qui nous apparaissent visibles, autant on ne peut pas dire que les convictions qui sont invisibles sont non nocives. Alors on pense à la misogynie, au racisme, à l'homophobie, qui sont généralement des convictions que peuvent porter beaucoup de citoyens et qui n'ont aucun lien avec un signe ostentatoire religieux qu'ils peuvent porter ou non. J'aimerais également, on parle au niveau social, et vous avez un exemple tout à fait frappant. La France ne peut pas être un modèle d'intégration et d'accueil, et c'est pas un argument que de dire, en France, ils l'ont fait, on doit le faire nous également. Ça tient pas du tout la route, c'est des raccourcis intellectuels. J'aimerais vous entendre maintenant, pas au point de vue social, mais au niveau de l'individu. Vous parlez en page 16 du phénomène de banalisation de l'identité religieuse. Oui, il y a la conséquence capitale de perdre son emploi pour un homme ou une femme, et en termes d'importance de participer, de se réaliser dans l'emploi, de participer à la société, donc l'importance d'avoir un emploi. J'aimerais vous entendre sur ce phénomène que l'on vivrait au point de vue individuel, de se voir banaliser ce qui fait ce que nous sommes intrinsèquement, et ce qui constitue un motif de non-discrimination, la croyance, la liberté de conscience et de religion. Madame je peux dire quelque chose, si vous voulez bien, vous me permettez. On a des recherches qui révèlent que les victimes de préjugés, de ceux qui se voient exclus, non seulement souffraient d'une estime de soi négative, mais se sentaient plus tristes, plus stressées et plus dépressives que celles qui ne subissaient pas ce genre d'abus. De plus, les recherches montrent qu'en général, la discrimination représente une menace à l'identité sociale des victimes. On a de la recherche là-dessus. Ce sentiment de menace amène parfois les victimes à s'identifier plus fortement à leur propre groupe, ayant pour effet de provoquer un repli identitaire qui nuit à l'intégration des minorités. Alors, on a ça aussi comme résultat. Ce repli identitaire peut provoquer l'adoption de stratégies d'acculturation séparatiste. Bon, là, on est dans des recherches un peu spécialisées, mais donc un sentiment, une orientation d'acculturation séparatiste à l'égard de la société d'accueil, comme le démontrent nos études des étudiants maghrébins en France. Attention, le repli identitaire isole les minorités et peut mener à l'intégrisme. En somme, la discrimination indirecte de la Charte mine la cohésion sociale du Québec. Et on le voit en France, il y a des quartiers de non-droit en France pour ceux qui sont
exclus de la société française, surtout les Maghrébins. Donc, les dangers existent avec ce genre de catégorisation-là qu'on voit dans la loi par rapport à ceux qui portent des signes religieux et ceux qui ne les portent pas. Madame la députée de Notre-Dame-de-Grâce, à vous la parole. Beaucoup de choses. Alors, peut-être on va avoir des questions, peut-être des réponses rapides. Vous dites que la tradition québécoise, que l'affirmation de neutralité, de laïcité, de l'expression est ancrée dans l'histoire d'une société. Puis, il faut faire attention, prendre garde de ne pas s'inspirer de modèles ailleurs. Et vous confirmez que les politiques publiques, depuis la Révolution tranquille, c'est un modèle de laïcité ouverte. Est-ce que c'est bien ça? Certainement une laïcité des institutions, des réglementations et des lois qui s'est toujours voulu inclusive de la diversité. Alors, certains la qualifient d'ouverte, d'autres d'inclusive. Enfin, le qualificatif témoigne de quelque chose, c'est-à-dire pourquoi on veut... Beaucoup de personnes ajoutent un qualificatif au mot laïcité, c'est que plusieurs craignent l'application de la laïcité qui, plutôt que protéger les droits minoritaires, les restreint. Alors, comme ça existe dans peu de pays, mais dans certains pays dont on ne peut pas importer justement les exemples parce que la tradition juridique et historique est différente. La neutralité a toujours été une neutralité des institutions et non des individus. C'est selon la règle de droit du Québec, du Canada. Du Canada depuis plus que des décennies, des siècles. Alors, je cède la parole à la députée de Gouin. À vous la parole. Pour une période de combien de temps, Madame la Présidente? Vous avez 3:40. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Première question. On entend beaucoup de choses ici à cette commission, en fait beaucoup de ce que j'appellerais des anecdotes, d'un côté ou de l'autre, là, sur les rapports usagers-employés. Moi, je voudrais savoir s'il existe des recherches sur cette question. Employés des services publics, bien entendu. En fait, oui, on a des chercheurs qui travaillent spécifiquement sur l'intégration au travail des minorités et les rapports interculturels qui peuvent se produire. Et rapidement, la ligne d'importance, c'est il incombe à l'institution de trouver des mécanismes pour aider l'intégration de minorités et permettre des rapports interculturels de qualité pour justement lever, excusez l'expression académique, la dissonance cognitive qu'il peut y avoir ou la peur, la crainte qu'il peut y avoir de la différence. Et nous avons des études documentées sur des institutions assez larges qui ont fait de leur politique l'intégration de la diversité sans faire de distinction entre des signes religieux, la couleur de la peau, le handicap, etc. Et même s'il y a un inconfort de certaines clientèles ou de certaines personnes en tout début des rapports, un bon travail de personnes pour justement faciliter le rapprochement entre les individus lève complètement ces inconforts. Merci. Donc, je pense qu'on aurait avantage, l'ensemble des parlementaires, à prendre connaissance de vos recherches sur cette question. J'ai une deuxième question, rapidement. Plusieurs disent qu'on est, dans tout ce débat-là, en présence d'un conflit entre, dans le fond, le droit collectif d'un peuple, un peuple de toutes origines, bien sûr, à vivre dans un État neutre et laïque, et la défense des libertés individuelles de femmes qui veulent concilier leurs convictions religieuses et le travail au service du public, et je fais exprès de parler de femmes. Il y a des hommes aussi, mais ce débat touche, on le sait, tout le monde, d'abord et avant tout les femmes. Est-ce qu'on est vraiment, selon vous, en présence d'un conflit entre des droits collectifs et des libertés individuelles? Non. Non. Il me semble que le droit à vivre dans un État neutre n'est pas un droit collectif en tant que tel. On a des droits d'avoir des services qui respectent ce que nous sommes en toute égalité et non pas à légiférer sur un besoin que j'aurais de ne pas savoir qui est l'autre dans son identité. Alors, l'État doit garantir que les individus, à quelques groupes qu'ils appartiennent, majoritaires ou minoritaires, jouissent des mêmes lois, des mêmes droits, des mêmes bénéfices. Et il n'y a pas de documentation qui nous dit qu'il y a une majorité qui soit inconfortable et qui réclamerait
l'invisibilité de l'appartenance religieuse des personnes. On n'a aucune étude qui nous permet de valider cela. Je vous laisse quelques secondes encore. Je peux ajouter un mot. On a un discours de reconnaissance de la diversité. Si on reconnaît la diversité doit se voir et s'entendre. On ne peut pas reconnaître la diversité et avoir en même temps un discours qui s'assimile à de l'assimilation pure et simple. C'est très important. Donc, nous avons des outils pour... Heureusement, le temps est déjà écoulé. Alors, je vous remercie pour la présentation de votre mémoire.